Je m'appelle Serge Charon, je suis agronome de profession. Je suis à la retraite ou en pré-retraite. Et puis, je suis originaire d'une région du nord du Québec, qui est un peu la Sibérie du Québec, qui s'appelle l'Abitibi. Et puis, j'ai exercé ma profession sur 4 continents. Donc, puis j'ai toujours été impliqué dans le milieu agricole depuis tout petit, à partir de la ferme familiale jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui voudront les ramassons, ceux qui voudront les ramassons. Oui, l'Abitibi, c'est un pays qui est méconnu même des Québécois. Ça débute à 600 km au nord de Montréal. C'est un pays qui n'est pas facile, mais c'est un pays où on a pas à apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de forêts, beaucoup de lacs. Les gens aussi, comme c'est un pays difficile, il y avait une cohésion sociale qui est importante aussi entre les gens. C'est un bel endroit pour grandir et pour vivre son adolescence, mais sitôt qu'on doit s'instruire, on doit partir très tôt là, de l'Abitibi pour aller faire même des études collégiales universitaires. Mes 2 parents sont issus du milieu agricole, puis mes parents travaillaient beaucoup, ils avaient un petit commerce, et puis l'été, ils m'envoyaient, j'allais passer l'été sur la ferme de l'oncle. Il avait 4 filles, 5 filles. Alors, et moi, j'étais tout petit, mais elle s'occupait de moi, puis on me faisait faire les travaux selon ma capacité. Là. C'était bien, j'ai des bons souvenirs de tout ça. Je suis parti la première fois à 18 ans pour aller étudier au collège, et j'ai fait un diplôme technique en agriculture. Puis pour mes parents, c'était un peu une catastrophe de l'agriculture. C'était un peu comme un recul. Mes parents n'étaient pas du tout d'accord parce qu'eux, ils avaient vécu ça aussi, puis c'était difficile, puis ils n'avaient pas vu les changements qui s'étaient produits au cours des années. Ils étaient encore à penser que c'était un métier difficile, qui rapportait peu, qui demandait beaucoup. On dit tout le temps, quand on est en Abitibi, il faut partir de son village. Une fois qu'on a fait 100 km, on peut en faire 100 ou 10 000, c'est la même chose. C'est un peu, pour ce dicton-là, c'est appliqué dans mon cas. Le premier voyage que j'ai fait, c'était en Australie, dans les années 70. C'était peu fréquent que les gens allaient là-bas. J'y ai été 6 mois. J'allais pour apprendre comment faire l'élevage de moutons. Je me disais, ça serait peut-être un élevage qui serait intéressant à faire dans les terres en Abitibi qu'on avait. Ça m'a ébranlé dans mes convictions de vouloir m'établir comme agriculteur. Je m'étais toujours dit que j'allais voyager encore. Et c'est ce qui s'est produit. Une fois que j'ai terminé les études en agronomie, je suis parti en Afrique comme coopérant volontaire pour une ONG. Et je faisais des aménagements, des barrages, des retenues d'eau, des puits pour avoir de l'eau en saison sèche, pour que les gens puissent avoir des activités agricoles en saison sèche. Ça, j'ai fait ça 8 années. J'étais 5 ans en Afrique de l'Ouest, au Togo. J'ai travaillé dans les pays limitrophes aussi, Ghana, Bénin, Burkina Faso. J'ai eu un contrat de 2 ans aussi où j'étais au Rwanda et en Tanzanie, fin des années 80. Je suis parti tout seul, je suis revenu avec une femme et 2 enfants. Et puis avant que les enfants soient trop grands, on s'est dit, on aimerait faire une année de transition en Europe, s'arrêter. Alors on a fait une belle année comme ça en France, et puis j'ai travaillé dans le sud avec des amis aussi que j'avais connus en Afrique, qui étaient des fils de vignerons. J'ai travaillé dans différents vignobles, là, en Suisse, entre autres, dans le Jura, dans le sud près de Carcassonne aussi. Alors j'ai ramassé une foule de connaissances. J'ai travaillé dans les caves aussi à apprendre à faire le vin. Et puis quand je suis revenu ici l'année d'après, j'ai trouvé un boulot tout de suite en descendant de l'avion parce qu'il fallait gagner sa vie, il fallait élever les enfants qui étaient petits. Alors j'ai laissé un peu de côté ces projets-là. Plus tard, on a acheté la maison, il y avait un grand terrain ici. Alors je me suis dit, pourquoi pas, au lieu de mettre du gazon, pourquoi pas essayer de faire de la vigne. J'ai trouvé différents... C'était difficile à ce moment-là de trouver des plants de vigne, mais j'en ai trouvé 8 que j'ai multipliés, puis j'ai développé un petit vignoble personnel ici où il y a 82 plants de vigne qui sont en production.
Le milieu urbain, c'est un milieu intéressant parce qu'il y a un microclimat aussi. C'est plus facile de faire de la vigne ici, dans ma cour, que de la faire dans un milieu rural, dans des champs. Je crois que ça a une importance aussi vis-à-vis des gens. Il faut absolument en avoir le maximum. En ville, les gens ont perdu contact avec la ruralité, avec ce que sont les aliments, comment ils sont produits. Au Québec, à peu près tous les gens sont d'origine rurale, là, mais ça remonte à 2, 3, 4 générations. Il y a un lien qui a été coupé. Puis faut essayer de recréer ces liens-là des gens avec la terre, avec la production agricole. L'organisme dans lequel je travaille, la Croisée de Longueuil, on initie là, soit des jardins collectifs, jardins communautaires à petite échelle, à petite et à grande échelle aussi. On va le mettre par en dedans des aubergines. Oui, par en dedans des aubergines comme ça. L'histoire du projet, ça démarre en 1987. C'est un jardin collectif pour les réseaux communautaires de Longueuil. Moi, je l'ai repris en main en 2000, donc il y a 14 ans. Et au départ, j'étais agent de développement. J'ai essayé de trouver des financements, des pistes de financement pour développer ce projet. Et on a déménagé en 2002 sur la dernière terre agricole de Longueuil, qui s'appelle maintenant la métairie de Longueuil. En fait, la métairie, c'est plus un lieu physique. Donc, c'est plutôt un organisme communautaire de Longueuil qu'on appelle la Croisée de Longueuil qui a développé le projet de la métairie du jardin collectif. Donc, il y a différents groupes d'individus qui gravitent autour du jardin collectif. Premièrement, à la Croisée, il y a une école de formation en horticulture ornementale et maraîchère écologique. Donc, c'est des étudiants qui sont en réinsertion socio-professionnelle qu'on appelle. Donc, ils doivent être éligibles au programme d'Emploi Québec pour pouvoir faire la formation. Ensuite, on a un groupe en réinsertion sociale qu'on appelle Coup de pouce. Donc, c'est des gens avec diverses problématiques qui viennent apporter un soutien, qui viennent travailler ici au jardin 3 à 4 jours semaine. Le jardin collectif, c'est pas seulement cultiver. On cultive les plantes, mais on cultive les gens aussi. Là. Les gens, ils viennent ici pour s'émanciper, pour s'épanouir. Ils apprennent, mais il y a un gros travail personnel aussi qui est fait là, au travers des activités qu'ils font. Bien, ce qui me plaît là, ici, c'est qu'on a des professeurs très qualifiés. En plus, qu'on est vraiment dans un milieu qui est professionnel. On a des instruments et des outils à la haute, ben, je ne peux pas dire à la haute pointe de la technologie là, parce que c'est pas exactement ça, mais on a tout est numéro un là. C'est très professionnel les locaux qu'on a ici. Ce qui m'a intéressé en fait à l'agriculture de proximité, c'est de conserver les terrains, les terres agricoles et les forêts qui disparaissaient à un rythme alarmant. Donc ce projet ici m'a touché. En plus, je suis citoyen de Longueuil. Ces boisés ici, ces champs, je les occupais quand j'étais adolescent et je les voyais disparaître. Donc pour moi, c'était important en fait de participer à ce projet-là. Et en fait aussi de rapprocher les gens à la terre. Et de plus en plus de gens qui intègrent des légumes dans leur jardin, soit en avant ou dans la cour. Donc c'est une tendance qui va monter, je crois, puis va peut-être durer plus que le temps de la crise. Parce que il y aurait mieux manger un légume qui vient de chez toi, là, qui sort directement du jardin, c'est ça. Oh, ça sent bon. Hein? Oui, on peut se coucher là-dessus. C'est juste qu'on n'a pas des grandes jupes, des bonnets. Le jardin de Boucherville, il y a deux jardins collectifs. Il y en a un qui est en milieu rural, l'autre est en milieu urbain. On avait été engagé pour développer le jardin en milieu rural, le jardin intermunicipal. Avec ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de créer un jardin d'apprentissage dans la ville de Boucherville qui est en milieu urbain.
On a fait tout petit jardin la première année. Il y avait 9 personnes, ça faisait 90 mètres carrés, où on a fait des soirées d'animation, on a fait de la formation sur place. Pour le jardin intermunicipal, on a des plus grands projets là, où on est en train d'essayer de développer un système qui serait complémentaire au jardin qui ont. Les gens font des jardins en légumes, puis ils font d'autres productions qui ne peuvent pas se faire dans les jardins sur les terres agricoles. C'est quoi, ça? C'est celui-là. Non, c'est la musique. On la met là, puis on va la mettre dans le sac. Mais les, ouais, comme ça. Dans le Regarde même bien. sens. Regarde bien. Ce qui me plaît dans le concept de jardin collectif, c'est cette idée de partage. C'est pas juste le partage de la récolte ou même du travail, c'est le partage des connaissances. Parce que, par exemple, avec Diane, elle arrive avec d'autres connaissances. Puis, ah oui, toi, tu fais ça comme ça, bien moi, je le faisais comme ça. Et là, on découvre d'autres façons de faire. Ça, je trouve ça très stimulant parce que, dans le fond, oui, moi, j'aime manger des salades saines et tout ça. J'en ai dans mon jardin, mais on n'a pas le contact avec les gens. Et avec le jardinet collectif, on a ça. Un jardin communautaire, oui, éventuellement, tu jases avec le gars de la parcelle d'à côté, mais si tu ne veux pas lui parler, tu peux ne pas lui parler. Au jardinet collectif, c'est impossible. Il faut justement qu'on s'entende, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on plante, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant. On a récolté des salades, t'en veux pas. On est perpétuellement... Et moi, j'ai découvert des amis là-dedans. Je trouve ça très, très intéressant. Donc, ça bâtit tout, ça bâtit la communauté. Et le contact avec la terre, pour moi, c'est une grande source d'énergie, le contact avec la terre. Le contact avec la terre, c'est une méditation, je ne sais même pas comment l'expliquer. Il faut le vivre, je crois, et je pense que beaucoup de gens bénéficieraient de le faire, mais ils pensent qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils ont juste un balcon. Mais non, sur un balcon, on est capable de faire pousser plein de choses. Donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer à outiller les gens pour que, dans le fond, ce concept d'agriculture urbaine qui a l'air comme une nouveauté devienne une normalité. Tout est là pour que les gens puissent grandir dans leur projet d'agriculture urbaine. Mais on dit périurbain, c'est à côté. C'est à côté des villes. Ici, à Longueuil, il y a 1500 hectares de terres agricoles qui sont sous-utilisés. À Boucherville, 1300. À Montréal, il doit en avoir 2000 aussi. Alors, les terres agricoles, s'ils sont là, ils vont rester là. Il faut trouver une façon pour que ça serve au développement des villes, non seulement au niveau environnemental, de façon agro-environnementale aussi. Mais il faut le développer progressivement avec des modèles biodiversifiés qui vont fournir une alimentation locale et de proximité. Vous savez, le travail d'agronome, là, on peut le passer là, devant un écran d'ordinateur, à faire beaucoup d'heures. Mais maintenant, à la retraite, j'apprécie matériellement faire des choses, travailler dans l'environnement, toucher la terre, faire des choses, faire produire des choses à des gens. À quoi ça sert d'avoir vécu une vie remplie, avoir beaucoup de connaissances si on ne les partage pas, si on ne les fait pas ressortir, ces connaissances-là, puis on ne les partage pas avec d'autres. Ça me maintient jeune et en santé.